voilà, donc on va peut-être continuer ou terminer. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans l'entretien ou qu'est-ce qui aurait pu être abordé, Chantal Motto? Qu'est-ce qui pourrait être abordé peut-être par rapport au rêve? Dire que le rêve est un messager bienveillant. Oui. Bien qu'il y a des cauchemars parfois. Alors il y a des cauchemars, mais les cauchemars sont des messages pour nous alerter, pour nous interpeller sur certaines choses. Mais bien souvent, quand on décode la signification du cauchemar, on se rend compte que derrière, c'est pour faire quelque chose, c'est pour une transformation. Ah oui, oui. C'est pour transmuter quelque chose qui va nous apporter autre chose, nous mettre sur une nouvelle voie. Moto. Voilà, donc le rêve est ce messager bienveillant et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a accès à toute la... Est-ce qu'il y a des moyens pour rêver, pour se souvenir de ses rêves? Oui, il y a des moyens pour se souvenir de ses rêves. Par exemple, mettre un petit papier sous l'oreiller. Donc en posant une question sur quelque chose, on souhaite rêver de quelque chose, donc on va l'écrire, on va mettre le petit papier sous l'oreiller et ça va permettre de matérialiser un désir que l'on a d'avoir un rêve et de se souvenir de son rêve. Ah ben voilà une bonne recette. Oui, tout à fait. Il existe aussi une recette de compter à rebours avant de s'endormir. Oui. Et de compter à rebours le lendemain matin en se réveillant. Oui. Ça permet au cerveau d'aller se positionner juste avant le réveil et donc de retrouver le rêve. Voilà, donc des petites techniques et puis surtout de dormir avec de quoi écrire. Bon, il faut écrire, il faut même se réveiller. Dès qu'on se réveille, oui. Dès qu'on se réveille, on écrit. Parce que c'est un peu évanescent le rêve. Exactement, oui. C'est très très efficace. En oui. effet. Et comment ça se fait que... Alors, il y a des moments du sommeil où on rêve, il y a toute une théorie là-dessus sur les moments de rêve. Il paraît que ça dure très peu de temps en fait, je me souviens plus. Oui, alors en fait, les études qui ont été faites sur le sommeil montrent qu'on a différentes phases dans le sommeil. Voilà. Et que les phases de sommeil où on rêve, c'est les phases de sommeil paradoxales. Voilà, c'est ça. Et donc c'est uniquement pendant ces phases-là où l'on rêve, les autres phases étant plutôt des phases de sommeil profond, donc de récupération. Et en général, on se réveille après la dernière phase de sommeil paradoxal et on se souvient du dernier rêve que l'on a eu. Mais scientifiquement, on pourrait avoir 5 rêves dans la nuit puisqu'on a 5 phases de sommeil paradoxal. Mais alors quel est l'organe qui produit les rêves à votre avis? Comment on pourrait l'appeler? Il y a une fabrique de rêves quelque part? Parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que c'est un organe comme l'estomac ou comme les poumons. Et donc finalement c'est un organe qui fait partie de notre système. Oui, tout à fait. Le rêve est une énergie. Donc c'est pour ça que des fois on vit les rêves de façon très prégnante, très forte, parce qu'on palpe presque cette énergie du rêve. Et sinon, le rêve il est produit par le cerveau. Par le cerveau, oui. Par une zone du cerveau, je suppose. Oui. Alors moi je ne suis pas experte scientifique, je suis plutôt sur le versant de l'analyse et de la psychothérapie. Mais ce qu'on peut dire, et ce que Freud avait trouvé en tout premier, c'est que la première fonction du rêve, c'est de pouvoir physiologiquement faire un défouloir, un défoulement de ce qu'on a pu refouler. Et physiologiquement, c'est aussi une fonction de nettoyage, de purification. En fait, de toute façon, même si on ne s'en souvient pas, on a quand même rêvé. Exactement. Même si on ne s'en souvient pas, on a quand même rêvé. Donc la fonction fonctionne quand même. Exactement. Oui. Tout à fait. On a quand même défoulé ce que l'on devait défouler. C'est important, même si effectivement on n'a pas on n'a pas gardé le résultat, la sécrétion lyrique. Exactement, tout à fait. C'est important et on a pu libérer ce qu'on devait libérer. Bon, mais je crois que ça va nous donner envie de rêver. D'accord. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de rêve, on peut pas aller vous voir quelque part. Enfin, c'est pas. Il faut quand même. Oui, mais en général, les personnes qui prennent la décision de travailler sur leurs rêves, comme par hasard, elles se mettent à s'en souvenir. Eh oui, c'est ça. Oui.
Ah ouais. J'ai eu plusieurs personnes comme ça qui vraiment désiraient, se souvenaient de leur rêve il y a très longtemps et qui désiraient de nouveau reprendre ce trajet. Mais alors, est-ce qu'il y a des rêves qui reviennent tout au long d'une existence, des rêves obsessionnels en quelque sorte? Alors, il y a des rêves récurrents qui sont là pour un petit peu insister et nous dire il faut s'occuper de ça, il faut s'occuper de ça. Et tant qu'on n'a pas affronté le problème, le rêve revient. Ouais. Alors sous différentes formes parce que on travaille toujours différents sujets. Voilà, on est en perpétuelle évolution. Donc voilà, donc on va voir que le rêve est légèrement différent. Mais la thématique peut être une thématique récurrente. Et on peut rêver par exemple de décéder par exemple. Et dans ce cas-là, ça serait le signe d'une communication médiumnique ou d'une connexion avec des désincarnés Oui, tout à fait. Ça peut être une communication avec les personnes décédées. Et puis, ça peut être aussi symboliquement de travailler sur le deuil. Oui. Voilà, sur le deuil que l'on fait vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines choses également dont on doit faire le deuil. Est-ce qu'il y a des sociétés, des civilisations qui ont beaucoup plus accordé l'importance aux rêves que d'autres je veux dire, oui, les civilisations antiques, chez les Grecs, chez les Égyptiens, se fiaient aux rêves, tout à fait. Par exemple, Socrate, il parle des rêves, je ne sais pas, est-ce que... Alors là, je ne suis pas allée voir... Non, mais je veux dire, il faudrait savoir jusqu'à quel point ça fait partie du quotidien. Enfin, c'est quand même un organe un petit peu à part, le rêve. À l'endroit dans la mythologie grecque, il y avait Onéros qui était le dieu du rêve. Ah, bon, et il y avait un lieu dédié, spécial, où les gens venaient, racontaient leurs rêves. Et il y avait des spécialistes là-bas qui étaient des messagers de ce dieu Onéros qui aidaient les gens à interpréter leurs rêves. Je crois aussi me souvenir qu'en sophrologie, on pratique une forme de rêve plus ou moins éveillé. Peut-être le rêve éveillé, oui, tout à fait. Je crois que j'ai assisté à une séance comme ça. C'est la même chose? C'est différent dans le sens que moi je travaille sur les rêves nocturnes. C'est peut-être un petit peu plus l'inconscient qui s'exprime dans le rêve nocturne parce qu'on ne maîtrise rien du tout. Ouais. Dans le rêve éveillé, peut-être qu'il y a un petit peu plus de volonté de rentrer dans le rêve, de guider dans le rêve. Mais en termes symboliques, la symbolique est proche. Est-ce que les enfants ont cette capacité innée de rêver? Ou est-ce que ça se perd? Est-ce que les enfants découvrent très rapidement qu'ils ont rêvé et qu'il faut leur expliquer? Vous avez eu des enfants vous-même, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'ils ont vécu leur premier rêve? Ils se sont demandé qu'est-ce que ça voulait dire et ils arrivaient à voir que ce n'était pas la réalité, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors les enfants sont assez spontanés dans leurs rêves et dans leurs récits de rêves. Et on voit qu'ils sont empreints de tout un univers de contes, de légendes. C'est très imagé. Et donc ça ne les surprend pas spécialement? Non, au contraire. Oui. Ils sont très... Au début, comment ils vivent leur premier rêve? Chantal Motto, vous qui êtes une mère, la première fois qu'un enfant vous a dit j'ai rêvé, ils en parlent pas? Oui, ils en parlent. Alors, j'ai pas non plus un recul statistique suffisant pour dire voilà tous les enfants. Mais c'est très fréquent que les enfants aient besoin de raconter leurs rêves parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et vous-même, vous pourriez avoir éventuellement des jeunes enfants qui viennent vous consulter ou dont les parents viennent vous consulter Alors moi j'ai des adolescents. Des adolescents, voilà. Et puis beaucoup d'adultes, bien sûr. Mais ça pourrait effectivement... est-ce que le rêve d'un enfant est le même que le rêve d'un adulte? Alors il est peut-être beaucoup plus imagé, beaucoup plus lié à l'imaginaire. Alors que dans la fonction d'adulte, le rêve est plus lié au symbolique. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que dans notre développement humain, on a accès au symbolique, surtout à partir de l'adolescence. Donc là, on a des rêves plus symboliques. Avant,
c'est entre l'imagination, l'imaginaire et le symbole. Mais ça a une valeur d'expérience. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par symbole dans votre propos là. Qu'est-ce que c'est que ce symbole qui arrive? Qu'est-ce que c'est que le chant du symbolique? Alors le chant du symbolique, en fait, c'est le chant de la médiation. C'est-à-dire qu'à un moment, dans notre vie, vont se présenter des personnes, des événements qui vont nous enseigner quelque chose, nous ouvrir des portes. Et donc c'est ce registre-là qu'on appelle le registre symbolique. Ah bon, d'accord. Oui. Et le symbolique aussi, c'est ce qu'on va utiliser comme un tiers, comme une médiation pour exprimer des choses de nous-mêmes. Donc le rêve, il nous exprime des choses de nous-mêmes, et le rêve, il nous ouvre des portes d'enseignement. Donc le rêve est dans une dimension symbolique à plusieurs niveaux. Alors, pour terminer, parce que je crois que vous avez d'autres personnes qui veulent vous parler, oui. Est-ce que c'est facile? Est-ce que parfois le rêve est difficile à interpréter parce qu'il y a des jeux de mots, parce qu'il y a des allusions? Oui. Il y a aussi l'approche lacanienne, je suppose, du rêve, je sais pas. Enfin. Oui, tout à fait. Donc on peut s'inspirer à la fois de... Parce que parfois c'est pas dit clairement. Exactement. C'est aussi une façon de dire des choses qu'on ne peut pas dire vraiment ouvertement, peut-être. Exactement. Il y a ce qu'on appelle le langage des oiseaux, voilà, où on va dire des choses de façon très codée. Par exemple, on va trouver ça dans le nom des gens. Les personnes vont rêver de certaines personnes qu'ils n'ont pas vues depuis très longtemps. Et si leur nom dire, je ne sais pas du tout pourquoi je suis allée chercher en réalité, c'est seulement le nom. Et en fait, c'est parce que c'est le nom de la personne qui évoque quelque chose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci.